Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. On va plus loin ce mardi depuis le 101e congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de France, ici, porte de Versailles, à Paris. Au programme de cette OVPL spéciale, notre grand débat autour de l'habitat indigne en France et de la crise du logement en général. Le drame de Marseille a relancé le sujet, plusieurs acteurs tirent la sonnette d'alarme. Les maires sont parfois mis en cause et l'État en fait-il assez? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Jean-Baptiste Forêt à Corentin Le Fur. Nous reviendrons sur les relations tendues entre l'exécutif et les élus locaux. Emmanuel Macron préfère recevoir les maires à l'Elysée demain plutôt que de venir prendre la parole ici au congrès de l'AMF. Pas sûr que cela aille dans le sens d'une réconciliation solide entre les deux parties. Nous ouvrons en tout cas le débat dans 10 minutes sur ce plateau. Nous demanderons justement à Hélène Geoffroy ce qu'elle en pense. L'ancienne secrétaire d'État à la ville, aujourd'hui maire de Vaux-en-Velin, est la première invitée de notre émission spéciale. Nous reviendrons aussi avec elle sur le malaise des maires révélé dans une enquête du Cevipof. Beaucoup préfèrent tout arrêter. Pourquoi cette crise des vocations? On va lui poser la question dans un instant, juste après les chiffres avec Quentin Calmet. Y a-t-il en France une crise de vocation des maires? C'est ce qu'indique l'étude du Centre de recherche de Sciences Po, publiée jeudi. Le Cevipof, qui a recueilli les témoignages de 4657 édiles en France, soit 13% du nombre total de maires. Et le constat est morose. Un maire sur deux dit vouloir abandonner tout mandat électif, un chiffre en hausse par rapport à la dernière étude réalisée. Parmi les principales causes énoncées par les maires pour expliquer leurs décisions, une très large majorité cite d'abord leur souhait de privilégier leur vie personnelle et familiale. 52% expliquent devoir faire face à un fort investissement en temps avec leur mandat. Mais surtout, 36% citent les exigences des habitants de leur commune et le comportement individualiste et consumériste de leurs administrés. Une relation de contribuable s'adressant à un simple fournisseur de services dénoncé par les maires qui ont accepté de répondre au questionnaire. Autre enseignement, 75% des maires jugent négative la dernière réforme territoriale et en particulier la place prise par les intercommunalités. Une étude où apparaît un sentiment de résignation et d'incertitude, une étude choc à l'heure du Congrès des maires de France. Et on va aller plus loin avec notre invitée dans l'entretien, Hélène Geoffroy, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maire PS de Vaux-en-Velin, ancienne secrétaire d'État à la ville. Un maire sur deux ne veut pas se représenter en 2020, ni au municipal, ni à un quelconque mandat d'ailleurs. Est-ce que d'abord vous faites partie de cela? Vous les comprenez? Comment vous voyez ce malaise? En tout cas, on peut comprendre une difficulté peut-être plus grande à exercer notre mandat de maire. On parlait d'un sentiment de consumérisme de nos concitoyens. C'est vrai que nous sommes face à nos administrés qui demandent beaucoup de nous, pas simplement parce qu'ils seraient consuméristes, à mon avis, mais aussi parce que nous sommes toujours l'élément de proximité et qu'aujourd'hui, dans la complexité des strates, ils ne savent plus forcément vers qui se tourner et ils nous interpellent sur tous les sujets. Et il y a une exigence de résultats réels liée à une défiance vis-à-vis des élus. C'est que les habitants sont parfois un peu comme les maires, on parle de résignation, ils se demandent, et surtout dans nos villes populaires, est-ce qu'il y aura un changement de leur vie quotidienne? Et ils attendent du maire qu'il produise des preuves du changement. Or, les temps administratifs, on dit souvent le temps du maire et le temps de l'habitant, le temps des élus et le temps des habitants n'est pas le même, et c'est une réelle difficulté. Est-ce que vous incriminez ce gouvernement en particulier ou est-ce que vous nous dites de toute façon ça date d'avant le mandat d'Emmanuel Macron? Non, la relation des élus et des habitants, évidemment, est difficile. Et dans le mandat que j'ai eu de secrétaire d'État à la ville, je me suis bien rendu compte de ces difficultés, évidemment. Non, ce qui est aujourd'hui, peut-être qui a été accentué, c'est peut-être au départ de ce gouvernement, une façon de parler des maires comme s'ils étaient simplement attachés à leur chaise et ne voulaient pas faire d'efforts de gestion. Moi, je suis un maire de la politique de la ville. Et c'est vrai qu'au départ, au moment où ce gouvernement s'installe, il nous dit, les maires des banlieues, vous gérez pas bien vos villes, vous devez faire plus attention. Et puis, on ne voit pas les résultats de vos politiques publiques. Et c'est là qu'est née une incompréhension. Aujourd'hui, j'entends que l'ensemble du gouvernement, le président de la République veulent discuter sur de nouvelles bases. C'est le fondement de notre démocratie, que les maires et le pouvoir national discutent. Donc je n'ai pas d'objection à ce qu'on parle. Mais il faut considérer les maires comme des vrais piliers sur nos territoires. Vous les sentez comment, ces maires, cette année? Est-ce que vous les sentez plus en colère, plus lasses? Est-ce que ce congrès des maires s'ouvre dans une tension plus vive que d'habitude, selon vous? En tout cas, on est sur la fin d'un mandat, nous les maires. C'est-à-dire le moment où on peut commencer à se dire qu'avons-nous réussi à faire et qu'arriverons-nous à faire
par rapport à l'ensemble des engagements que nous avons pris en 2014. C'est un peu l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan et donc c'est un moment particulier. Et effectivement, on a le questionnement des habitants, mais nous l'avons nous-mêmes. Et celui de nos équipes municipales, dont je rappelle que ce ne sont pas des professionnels de la politique. La plupart des élus travaillent et ceux qui ne travaillent pas sont les retraités. Et heureusement que nous en avons pour nous aider à faire fonctionner nos mairies. Et puis, c'est le moment aussi où on se dit comment est-ce que l'État peut être plus accompagnateur. Nous avons vécu une contractualisation. Je fais partie des villes qui ont été contractualisées, vous savez, avec une obligation de limiter nos dépenses en fonctionnement, leur évolution. Et c'est vrai qu'on a besoin d'un État plus accompagnateur. C'est-à-dire qu'ils nous disent comment faire mieux pour sortir nos équipements. J'ai une ville qui a une démographie importante. Je vais faire des écoles, on se rend compte que faire une école qui est la base d'un mandat de maire est en réalité un exercice très complexe et qu'un mandat est à peine suffisant pour y arriver. Donc comment peut-on réduire ces rigidités? Et c'est là que l'État est important. Pour rétablir la confiance entre les élus locaux et l'État, une confiance plus grande, et entre les habitants et leurs élus. Vous parlez d'accompagnement, vous parlez de confiance. Est-ce que pour le symbole, le fait qu'Emmanuel Macron ait décidé de ne pas venir s'exprimer ici au congrès de l'AMF, vous le regrettez? Mon point de vue, c'est pas forcément le plus important. C'était intéressant d'entendre le président de la République. Quand on est maire, moi j'irai l'écouter demain. C'est important. Vous faites partie des maires conviés qui sont conviés. Je trouve important d'entendre ce que dit le président de la République des élus locaux qui sont sur le terrain. Mais j'attendrai aussi impatient ce que dira le Premier ministre qui vient jeudi, ce qu'il dira sur les questions de fiscalité, ce qu'il dira sur le pacte qu'il veut nouer avec les communes et la façon dont il nous aide à nous inscrire dans la durée sur des politiques publiques qui sont pour nous très concrètes. Je parlais de faire des écoles, nous avons des routes, des problématiques d'assainissement, d'eau, tout ce qui change la vie au plus près. Et pour cela, il nous faut pouvoir travailler. Moi, en tant que maire, je parlais d'exemples de mes écoles, des exemples de fonctionnement. Sur ces 4 années, j'ai des engagements précis que j'ai pris, comme tous mes collègues maires. Et à chaque moment de la prise de décision, il a fallu se dire, on travaille avec les autres collectivités locales, on travaille avec l'État. Donc nous enchaînons des cycles de réunions très utiles, je ne les mets pas en cause, mais pour des résultats qui prennent du temps à faire effet. Et donc, ça peut expliquer un sentiment de lassitude aussi chez les élus locaux, surtout ceux dont c'est le premier mandat et qui sont arrivés en disant on va bousculer les choses. Et on se rend compte qu'on les change peu à peu et que parfois c'est elles qui nous bousculent plus. Et il faut que nous puissions reprendre la main. Et nous n'y arriverons pas sans l'État. Est-ce que vous faites partie de ceux qui nous disent le plus gros défaut d'Emmanuel Macron finalement c'est de ne pas avoir été un élu de terrain, de ne pas avoir lui-même connu ce terrain et que ça lui manque pour gérer sa relation avec les élus locaux? Ce qui est sûr, c'est que le mandat de maire, on dit toujours que c'est le plus beau mandat, c'est une réalité. J'ai eu d'autres mandats. C'est le mandat le plus prenant, je crois. Et en tout cas, c'est celui qui permet de percevoir que chaque sujet est important. Vous avez des habitants pour lesquels le sujet vital peut être celui de la vitesse qui est dans leur rue. Le sujet vital peut être celui de la traversée de la même rue. Et le sujet vital peut être de savoir quel avenir, je veux réserver à mes enfants. Alors quand vous êtes au gouvernement, président de la République, vous êtes dans le global et vous n'arrivez pas forcément à mesurer combien le sujet qu'on appelle de micro-sujet est en réalité fondamental pour croire aux grands sujets. Et ça, quand on est un élu local, on apprend à l'appréhender. Et puis on apprend la soif qu'ont les habitants de participer à la décision. Les élus locaux demandent d'être plus acteurs dans les prises de décision que porte le gouvernement, mais c'est aussi une demande des habitants qu'on a. Et en fait, à chaque strate, ce qui manque, un des manques dans notre peut-être pays aujourd'hui, c'est la capacité donc à se faire confiance et à décider collectivement et à avoir une décision plus participative. Ce week-end, dans le journal du dimanche, Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités, a chargé assez sérieusement François Baroin, président de l'AMF, l'accusant en clair de ne pas être assez constructif, d'être dans une sorte de critique systématique, dans une sorte de posture politicienne, y compris d'ailleurs sur les textes pour lesquels il aurait lui-même voté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je sais qu'on a une association qui regroupe toutes les familles politiques. François Baroin chez les Républicains, son premier vice-président André Lallienne au Parti Socialiste, et on a tous les chiquiers républicains aujourd'hui représentés. Nous n'avons pas le temps de faire des querelles, je vais être franche, d'avoir des querelles qui soient peut-être un peu de la posture. Aujourd'hui, l'ensemble des maires essaient de trouver des solutions sur le territoire. Donc on est dans le même état d'esprit pour trouver des réponses plus collectives.
Parce que le plus grand danger, je pense, qui nous guette, c'est que chaque maire se retrouve tout seul, en train d'essayer de résoudre son problème particulier du quotidien, sans se dire, et c'est l'intérêt de l'Association des maires de France, se dire que finalement, et pendant 3 jours, c'est ce qu'on va faire, on aura aussi la partie groupe de parole où on va se dire entre nous les difficultés qu'on rencontre et les solutions qu'on essaie d'apporter pour essayer de piocher des idées les uns chez les autres. Et je crois que c'est une vraie force d'avoir cette solidarité entre les maires et d'avoir pour le coup un collectif. Et je pense qu'on a intérêt à ne pas se renvoyer des phrases de cette nature, mais être sur ce travail de fond qu'on mène dans tous les groupes de travail. Les maires, on est tous inscrits dans des groupes de travail sur tous nos sujets privilégiés. Et on essaie de faire avancer, y compris les textes de loi. Merci infiniment Hélène Geoffroy d'avoir été notre première invitée dans cette édition spéciale. Maire PS de Vaux-en-Velin, ancienne secrétaire d'État à la ville. Merci beaucoup. EVPL continue avec le match des idées, toujours depuis ce plateau spécial installé ici à la porte de Versailles, à Paris. On va continuer de s'intéresser à cette relation entre les maires de France et l'exécutif. L'exécutif qui a lancé une opération reconquête des territoires, des élus locaux ces dernières semaines. Pourtant, vous l'avez compris, Emmanuel Macron ne viendra pas ici au Congrès des maires. C'est Édouard Philippe qui est envoyé en première ligne. L'exécutif fait-il le service minimum? C'est un sujet de Julie Hulin. Il a finalement choisi d'esquiver le rendez-vous. La chaise d'Emmanuel Macron restera vide cette année au Congrès des maires. Il avait pourtant promis de revenir lors de son discours l'an passé. Je m'engage à une chose, si vous l'acceptez, c'est venir chaque année rendre compte des engagements que je viens de prendre. Parce que c'est cela, l'esprit de responsabilité dans la République. Une promesse non tenue qui ne devrait pas arranger les relations déjà tendues entre les communes et l'exécutif. Pour rendre des comptes, Emmanuel Macron a décidé, comme souvent, de garder la main et d'agir à sa façon. Résultat, une lettre de 4 pages adressée hier aux 36 000 maires de France et demain un discours à l'Élysée devant plusieurs centaines d'élus. Pour beaucoup, il esquive ainsi la grogne des maires. Lui qui avait été accueilli au Congrès sous les sifflets l'an passé. Il aurait été accueilli de manière très républicaine, très respectueuse. Il y a beaucoup d'impatience, il y a beaucoup d'incompréhension, mais il y a aussi beaucoup d'attentes. Il est invité quand il veut. Le changement de méthode d'Emmanuel Macron sera-t-il payant face à la colère des édiles? Porte de Versailles, ils devront en tout cas se contenter du Premier ministre Édouard Philippe, qui remplacera le chef de l'État en prononçant jeudi le discours de clôture du Congrès. Et avec nous pour ce match des idées spéciales Congrès des maires, Corentin Le Fur, bonsoir, chargé d'études à la Fondation Concorde, adjoint au maire LR d'Aubonne, merci d'être ici. Jean-Baptiste Forêt, bonsoir à vous également, bonsoir. Rédacteur en chef délégué à la Gazette des communes, merci à tous les deux. Emmanuel Macron nous dit toujours qu'il aime aller au contact des Français, aller au contact de la grogne, qu'il aime se confronter aux Français, pas celle des maires, en tout cas pas sur leur terrain. Ça vous surprend, Jean-Baptiste Forêt ? Non, pas tellement. Je pense que Emmanuel Macron a mesuré le rapport avantage-emmerdement d'une venue au Congrès des maires. Donc il a préféré finalement recevoir à domicile les élus. C'est plus pratique. De cette façon-là, il s'inscrit dans les pas de Nicolas Sarkozy, qui au moment de la grogne contre la fin de la taxe professionnelle, avait fait exactement de même. Il avait envoyé son Premier ministre d'alors, François Fillon, au front. Et il avait reçu les maires à l'Élysée, mais le lendemain du Congrès, là Emmanuel Macron les reçoit en plein milieu du Congrès. C'est quand même une manière de vampiriser le Congrès des maires. C'est votre avis aussi, Corentin Le Fur? Il vampirise le Congrès des maires en invitant les maires à l'Élysée, Emmanuel Macron? En tout cas, il essaye une fois de plus d'essayer de donner le tempo et d'imposer l'unité de lieu et l'unité de temps. Alors l'unité de temps, il ne la maîtrise pas puisque la date du Congrès n'est pas uniquement de son pouvoir, mais il décide volontairement, ce qui est très inélégant, de s'asseoir sur une promesse de l'année dernière. J'ai entendu comme de très nombreux confrères et collègues l'année dernière, le président Macron s'engageait à revenir chaque année devant les maires pour évoquer ensemble les enjeux d'avenir. Cette année, il n'en est rien, ce qui est quand même un doigt d'honneur qui est donné à l'ensemble de l'unité quelque part de la nation, puisque les élus locaux ne représentent pas qu'eux-mêmes, ils représentent l'ensemble des territoires et l'ensemble de la nation, et décide simplement d'inviter un certain nombre d'élus, entre guillemets, triés sur le volet ou pas, dont certains d'ailleurs ne viendront pas, pour probablement donner un discours qui sera plus de l'ameublement qu'autre chose, puisque les réponses que nous attendons sur l'avenir, par exemple, de la fiscalité ou des dotations, ont été annoncées plus tard que prévu pour le printemps 2019. Donc je crains que ce soit un nouveau discours pour rien. Vous l'avez dit, Jean-Baptiste Forêt, ce n'est jamais vraiment une partie de plaisir pour le couple exécutif de se présenter ici au Salon des maires. On vous a ressorti quelques archives, écoutez. Il ne s'agit pas de réduire les ressources financières des collectivités locales,
elles seront confortées. Écoutez, je crois que si vous acceptez d'écouter la démonstration que je vais vous faire, à l'issue de cette démonstration, vous pourrez naturellement exprimer, comme vous le désirez, votre approbation ou votre désapprobation. Sur 3 années, la taxe d'habitation sera supprimée en 3 tranches pour 80% de la population française. Alors, pour cela, vous pouvez être en désaccord. J'ai toujours, vous savez, j'ai fait campagne. Il y a beaucoup de candidats pendant la campagne présidentielle qui aimaient faire siffler les autres candidats. Je pense avoir été abondamment sifflé, peut-être l'un des plus sifflés. Donc les sifflets ne m'ont jamais beaucoup étourdi. Les sifflets, les huées, c'est un classique. J'ajoute aussi François Hollande en juin 2016, hué par les maires en colère contre la baisse des dotations. Jean-Baptiste Forêt, il faut bien le dire, c'est pas évident pour les premiers ministres et les présidents de venir ici. Il y a une forme de jeu de rôle presque entre les élus locaux. C'est un jeu ? Oui, il y a quand même une forme de jeu. Enfin, je vous invite à relire les motions du Congrès des maires d'il y a 50 ou 60 ans. On retrouve exactement les mêmes éléments de langage qu'aujourd'hui. L'étranglement financier, le désengagement de l'État, l'autonomie fiscale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élus locaux râlent tout le temps, râlent trop? C'est ce que vous nous dites? Non, ça veut dire sans doute qu'ils ont crié avant d'avoir mal. Mais là, aujourd'hui, ils sont quand même en train de passer à la casserole. C'est-à-dire qu'on assiste quand même à des coupes drastiques dans les dotations. Enfin, on a connu ça sous les années Hollande. Le niveau de dotation d'avant Hollande n'a pas été rétabli. Leur autonomie en termes de taxes d'habitation aujourd'hui est très, très amoindrie. Enfin, les élus locaux ont quand même des raisons très, très objectives d'être en colère aujourd'hui. Donc, ils ont presque plus de raisons aujourd'hui qu'il y a quelques années. Ils auraient mieux fait de pas râler avant, les années précédentes, mais là, cette année, ils ont des raisons de râler, Corentin Le Fur? Cette année est quand même une année particulièrement funeste sur l'ensemble de cas. Je vais prendre l'exemple très simple des finances publiques et de la fiscalité. Nous subissons depuis 2013 une baisse systématique des dotations de l'État. On ne nous répond qu'à l'échelle de l'ensemble de la loi de finances, mais par exemple pour cette année, le président de la République nous dit que l'ensemble de la DGF dans la loi de finances est maintenu. Mais au même moment, en même temps, on fait monter en puissance la péréquation. Ce qui veut dire que par définition, il y aura moins de dotations forfaitaires et que de nouveaux maires auront de nouveau sur 2019 une mauvaise surprise. Il y a l'attaque qui est quand même très violente sur la taxe d'habitation où on vend pour se faire élire une mesure totalement démagogique et électoraliste où on envoie paître pratiquement des décennies d'autonomie fiscale. Il y avait des défauts, mais ça marchait plutôt bien. Mesure qui aujourd'hui est financée par du déficit public, d'où peut-être certaines mesures gouvernementales récentes pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et on nous dit, vous verrez bien au printemps prochain qu'est-ce qu'on fera, parce que le chef de l'État a compris aujourd'hui qu'il a ouvert une brèche et qu'à chaque fois qu'il essaye de combler une brèche, une nouvelle brèche s'ouvre avec les établissements publics de coopération intercommunale, avec les départements qui aujourd'hui sont menacés de perdre leur foncier bâti, etc. Donc aujourd'hui, les élus sont très inquiets puisqu'on risque de se retrouver en 2019 dans une période de campagne électorale où nous ne saurons même pas quelles seront nos ressources fiscales certaines pour assurer le mandat qui commencera en 2020. C'est quand même du jamais vu. Oui, beaucoup parlent de ce manque de visibilité à long terme. Alors tout de même, depuis quelques semaines, l'exécutif a entamé un vrai processus de réconciliation avec les élus locaux. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais il y a d'abord eu la nomination d'une ministre solide, crédible à leurs yeux, Jacqueline Gourault, à la tête d'un ministère des territoires renforcé de 2 ministres, elle-même maire d'une petite commune du Loir-et-Cher pendant près de 30 ans. Et puis il y a eu d'autres gestes. Regardez, participation inédite d'un Premier ministre au congrès de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. Une rencontre mi-octobre entre les présidents de départements, de régions et le couple exécutif. Emmanuel Macron, souvenez-vous, avait même évoqué un reset, une remise à zéro des relations avec les territoires. Des engagements fermes pris devant les régions le 22 octobre dernier. Plus récemment, Christophe Castaner a signé une circulaire qui donne aux maires la possibilité de savoir s'il y a des fichiers S dans leur commune. Jean-Baptiste Forêt, il y a eu des gestes forts tout de même ces dernières semaines. Ils sont à prendre en compte, oui ou non ? Oui, mais ils n'ont quand même pas suffi à dégeler les relations entre les élus et le pouvoir central. C'est-à-dire que les élus ressentent bien aujourd'hui qu'Emmanuel Macron est plutôt en délicatesse. Donc ils cherchent à inverser le rapport de force, à glaner un peu de monnaie sonnante et trébuchante. Et on assiste vraiment à une autre configuration là dans le quinquennat. Le talon d'Achille des collectivités jusqu'à présent, c'était le millefeuille territorial. C'est-à-dire qu'on avait une myriade d'associations d'élus. Et évidemment, l'État jouait là-dessus, divisait
pour mieux régner. Et les principales associations d'élus ont décidé de se réunir, l'Assemblée des départements de France, l'Association des maires de France et Régions de France, et ils forment un bloc commun qui organise des réunions politiques, selon le mot du président de Région de France, Hervé Morin, et c'est vraiment le sparadrap du capitaine Macron, ce club des grands élus. Corentin Le Fur, vous êtes sensible aux gestes que je viens d'évoquer, ces gestes en direction des élus locaux, ou vous nous dites que c'est totalement électoraliste, quelques échéances électorales arrivent et Emmanuel Macron tente de faire machine arrière, de bichonner les élus locaux parce que ça l'intéresse? Bon, il y avait une bonne nouvelle, le ministre Lecornu, chargé en particulier des relations avec les collectivités territoriales, est né à Aubonne. Donc il y a pas que c'est foncièrement quelque chose de positif. Ça peut pas être un homme totalement déconnecté des réalités du terrain. Bon, maintenant, plus sérieusement, ce qui pose problème, c'est qu'on a quelques carottes. Des petites carottes qui sont là pour compenser de grands bâtons. Et on a surtout un simulacre de concertation. Les élus locaux ne demandent pas à être flattés, à être caressés en permanence dans le sens du poil. Tout le monde est conscient qu'il y a un véritable travail de baisse de la dépense publique à faire. Le bloc local, qui au final a une finance beaucoup plus vertueuse que les mécanismes de finance de l'État, est prêt à prendre sa part. Mais on ne demande pas à être flatté ou à faire par exemple une conférence des territoires qui a fait au final un véritable flop, puisque les différentes associations d'élus ont compris qu'elles n'étaient pas là pour être écoutées, mais pour faire, on va dire, un théâtre, une pièce de théâtre, et il fallait qu'il y ait un happy end. Bon, aujourd'hui, les élus demandent une seule chose, être respectés. Pour les élus qui sont les plus en difficulté, les maires ruraux, les maires des zones périurbaines qui sont vraiment isolés, noyés dans des intercommunalités, ils demandent à ce qu'on prenne en considération leurs états d'âme, puisque 1 sur 2 ne veut pas repartir en 2020. Donc qu'on les écoute et qu'on nous apporte des solutions, pas démagogiques ou électoralistes, mais des solutions crédibles. Il vaut mieux peu de promesses, argumentées, chiffrées, financées, que de longs discours qui finissent dans le même état où ils ont commencé. C'est-à-dire, on attend toujours le cap, on ne connaît pas le cap. Et un autre point sur lequel j'aimerais vous interroger, messieurs, y aurait-il un problème? François Baroin, dans cette interview ce week-end au JDD, Sébastien Lecornu, je l'ai dit en première partie, charge sérieusement le président de l'AMF, l'accusant d'être dans l'opposition systématique. Et il nous dit ceci: nous avons besoin d'un président de l'AMF qui exprime ses désaccords, oui, mais qui soit toujours constructif. Y a-t-il un sujet, un problème, François Baroin, Jean-Baptiste Forêt? Oui, je crois. François Baroin ne lâche pas le morceau. Mais est-ce qu'il est celui qui empêcherait même une réconciliation entre les maires et l'exécutif? C'est un peu ce que sous-entend Sébastien Lecornu ce week-end dans le JDD. Non, je ne crois pas, parce qu'André Léniel, qui est le numéro 2 de François Baroin, est exactement sur la même ligne. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre deux. Je crois qu'il y a un jeu politique qu'interprète avec brio Sébastien Lecornu. C'est-à-dire que Sébastien Lecornu, c'est un homme qui vient de la même rive que François Baroin. Et il est un petit peu chargé par la Macronie de taper les Républicains, si vous me permettez l'expression. Et en creux, il fait le procès aussi des maires de droite qui seraient shootés à la dépense publique, aux emplois aidés, qui ne mettraient pas en accord leurs paroles avec leurs actes. L'argument du gouvernement, c'est quand même de dire François Baroin ne représente même pas l'état d'esprit des maires, Corentin Le Fur. Écoutez, au niveau de l'AMF, ça a été dit précédemment, nous avons un président, les Républicains, nous avons un secrétaire général, M. Laurent, UDI, avec qui je travaille au niveau de la commission des finances. Nous avons un vice-président délégué, M. Léniel, Parti socialiste, c'est-à-dire que nous avons tout l'ancien monde, comme dirait l'autre, qui travaille de concert dans le travail de l'intérêt général des communes. Moi, je pense que surtout, ce qui embête profondément le gouvernement, c'est que sur ce sujet-là, la droite et la gauche traditionnelle sont en accord pour dire qu'on n'est pas loin d'un point de rupture au niveau des territoires. On peut avoir des différences sur d'autres sujets, on pourra s'affronter dans d'autres élections, mais quand il s'agit de parler de l'avenir des services publics, de l'avenir des territoires, de la défense de la commune comme cellule de base de la démocratie, ben justement le gouvernement n'apprécie pas de voir que tous ceux qui ont un peu d'expérience politique font le même diagnostic et tirent la sonnette d'alarme. Donc je pense que les propos de M. Lecornu, c'est plus de la diversion qu'autre chose. Pendant qu'on parle de ça,
On ne parle pas des vrais problèmes. Il nous reste quelques minutes pour revenir sur ce malaise des maires dont on parlait en première partie, mis en évidence par cette étude du Cevipof. Un maire sur 2 ne souhaite pas se représenter aux prochaines municipales, je vous le rappelle. Plusieurs causes, plusieurs facteurs, mais il y a un facteur de malaise en particulier sur lequel il serait intéressant de revenir, ce qui est nommé dans l'enquête « relation consumériste du citoyen vis-à-vis de son maire », la naissance d'une sorte de citoyen consommateur. Pour plus d'un tiers des maires interrogés, 37% précisément, ces exigences des administrés sont une raison d'arrêter. Écoutez comment Philippe Laurent décrivait la situation la semaine dernière sur le plateau d'OVPL justement. Citoyen républicain dans lequel nous vivons dans notre pays, que nous avons essayé d'entretenir les uns et les autres depuis très longtemps. Et ce socle est en train de se fissurer. C'est-à-dire que le collectif recule au profit de l'individualisme. C'est ça la question. C'est un problème que vous aviez identifié, c'est quelque chose que vous avez vu venir ou vous avez été surpris par cette étude du Cevipof ? Non, pas tellement, dans le sens où la figure du maire est quand même de plus en plus contestée. Le maire reste bien sûr l'élu préféré des Français avec le président de la République, mais on constate quand même que l'abstention a doublé aux élections municipales depuis 1983. Pourquoi ? Il est mis dans le même panier que les autres responsables politiques ? Oui, il a tendance à être victime d'une forme de dégagisme. C'est assez injuste parce qu'on a quand même beaucoup de maires courage. Enfin, la plupart des maires gagnent moins de 1000 €. Hein. Le président de l'association des maires ruraux de France a coutume de dire mon indemnité file chez le pompiste. Enfin, ils font vraiment pas ça ni pour l'argent ni pour la gloire, mais ils ont tendance peut-être à être assimilés aux professionnels de la politique qui eux ont une démarche un peu différente. Corentin Le Fur, vous la constatez, cette évolution de la relation entre le maire et son administré, cette relation consumériste, c'est fort comme mot. Alors je dirais que le maire et d'une manière générale son conseil municipal sont victimes justement de cet attachement qui reste encore très fort entre la population et le maire, puisque beaucoup de citoyens décrochent de la vie politique nationale, donc se rapprochent du public, enfin du pouvoir public local pour absolument l'ensemble des compétences, quand bien même parfois elles ne sont pas du ressort de la commune. Et donc c'est vrai qu'il y a, je ne parlerai peut-être pas de consumérisme, ce sont simplement les citoyens qui sont de plus en plus demandeurs de services publics, de manière de plus en plus qualitative, adaptée. Et en face de ça, on a des élus locaux qui doivent répondre à de plus en plus d'exigences, parfois avec des retours un peu ingrats, à portée d'engueulade, pour citer l'expression du président du Sénat, avec des moyens moindres et une difficulté de plus croissante, surtout dans des territoires périurbains ou ruraux, à concilier cette activité avec des activités professionnelles ou à des activités familiales. Et en particulier des maires qui avaient une certaine expérience et qui là sont confrontés à une violence au cours de ce mandat auquel ils n'avaient jamais été confrontés. Moi, c'est mon premier mandat, donc ça me semble presque normal. Mais j'ai un certain nombre de collègues qui sont déjà à 3 ou 4 mandats et qui me disent « c'est trop, je me sens pas reconnu à ma juste valeur, il y a trop de violence, je préfère laisser le sceptre, le bâton, le relais à une génération qui peut-être sera plus blindée pour l'avenir ». Alors, on pourra dire c'est bien pour la nouvelle génération, mais c'est quand même aussi dommage de perdre beaucoup d'élus qui avaient beaucoup de connaissances, un lien avec leurs habitants, et c'est une perte pour les territoires. Il nous reste moins d'une minute, Jean-Baptiste Fauré. Que doit dire Emmanuel Macron demain aux maires et Édouard Philippe jeudi en clôture de ce congrès pour tenter d'améliorer les relations à la fois entre les élus locaux et l'exécutif et les élus locaux et leurs administrés? Ce qu'attendent les maires, évidemment, ce sont des éclairages sur la taxe d'habitation. Emmanuel Macron, l'année dernière, avait promis une réforme globale de la fiscalité locale. Un an après, le brouillard est totalement complet. Le pouvoir se dirigerait plutôt vers un jeu de bonne taux, c'est-à-dire qui redescendrait la taxe foncière perçue par les départements. Cette taxe foncière serait transmise aux communes. Mais justement, les associations d'élus ne veulent pas entendre parler de ce jeu de bonne taux. Elles sont unies, elles forment un front commun. Donc la partie n'est pas gagnée pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Et je pensais qu'on allait s'arrêter sur une note d'optimisme. C'est raté. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. On va plus loin, spécial congrès des maires.
continue. Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter, vous le savez. On va maintenant s'intéresser à la question du logement. L'effondrement meurtrier de plusieurs immeubles à Marseille a relancé le débat, mais l'habitat indigne est un problème évidemment beaucoup plus général. On va regarder ensemble un reportage réalisé à Saint-Denis, près de Paris. 40% des habitations sont touchées par l'insalubrité. La municipalité affirme qu'elle n'a pas les moyens de lutter contre les marchands de sommeil. Reportage signé Naomi Moschini et Augusta Lunardi. Un bâtiment comme laissé à l'abandon, proche de l'effondrement. Difficile d'imaginer que les habitants viennent tout juste de quitter les lieux. J'ai trouvé des lits et il y a des personnes qui dormaient dans le couloir. Il n'y a plus de toit et toutes les eaux, c'est-à-dire pluviales, traversent les planchers. La mairie de Saint-Denis a fait évacuer l'immeuble. C'est le dernier épisode d'un long combat avec ses propriétaires. Car si des lois existent pour condamner les marchands de sommeil, dans la pratique, les municipalités ont du mal à les appliquer. La propriété en France, c'est quelque chose de vraiment sacré. Ce droit à la propriété qui est au-dessus de tout, on ne pourra pas avancer dans la lutte contre les marchands de sommeil assez fortement. Les propriétaires n'ont jamais fait les travaux. C'est désormais à la mairie de les faire. À quelques pas d'ici, un autre immeuble pose un grave danger. Cela fait 20 ans que l'électricité doit être mise aux normes et que les fondations du bâtiment doivent être refaites. Les propriétaires font des travaux de façade. Cette partie-là, c'est-à-dire elle était apparente. C'est-à-dire les éléments structurants du plancher étaient apparents, très dégradés, menaçants, ainsi de suite. Ils ont caché cette partie-là, ils ont fait des peintures, et c'est nickel. La mairie vient d'émettre un arrêté de mise en péril qui, en théorie, empêche les propriétaires d'encaisser des loyers. Yasmina, qui ne parle pas bien français, n'était pas au courant et a continué à payer. Aujourd'hui, vous ne devez pas repayer de loyer. Là, vous en payez plus. Et même ceux-là, vous ne deviez pas les payer. À Saint-Denis, il y aurait plus de 5000 logements insalubres pour une dizaine de condamnations. Et avec nous pour le grand débat dont va plus loin spécial Congrès des maires, Asdine Taibi, bonjour. Maire PCF de Stein, conseiller départemental de Seine-Saint-Denis. Manuel Domergue, bonjour. Directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Pierre Jarlier, bonsoir. Maire UDI de Saint-Flour, vice-président de l'AMF en charge du logement et auteur d'un guide sur l'habitat indigne pour l'AMF. Pierre Madec, bonjour à vous également, économiste à l'OFCE, spécialiste du logement social et du mal logement. Merci à tous les quatre d'être ici. Pierre Jarlier, je voudrais commencer avec vous parce que vous nous dites l'habitat indigne, c'est un casse-tête pour les maires. Expliquez-nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maires n'ont pas vraiment de réponse à apporter à cette question qui est évidemment très difficile. Pourquoi ? Parce que les procédures sont toujours extrêmement lourdes, ils n'ont pas toujours le pouvoir d'agir et surtout, ils ont une grosse difficulté pour agir sur le foncier. Parce qu'en réalité, bien souvent, même s'ils prennent des arrêtés d'insalubrité, des arrêtés d'interdiction d'habiter, ensuite, il faut qu'ils fassent des travaux après des expertises. Ensuite, pour récupérer l'argent de la part des propriétaires, lorsque les propriétaires refusent de faire ces travaux, c'est un vrai casse-tête. Et quelquefois, la commune ne récupère tout simplement pas cet argent. Donc ça veut dire que certaines communes sont dans l'incapacité d'agir lorsqu'elles sont face à elles avec un immeuble qui menace ruine ou un immeuble insalubre. Il y a vraiment une nécessité d'agir très vite. Asdine Taibi, vous partagez ce constat ? Oui, je le partage. Je dirais que c'est plus qu'un casse-tête. On a un peu le sentiment, les maires et puis les équipes municipales, d'être face à une situation où on est totalement démunis, un sentiment un peu d'abandon, avec des problématiques extrêmement compliquées. Le reportage de Saint-Denis montre à quel point l'urgence de combattre toutes les formes, je dirais, de logement insalubre. Vous vivez exactement le même genre de situation? Oui, à peu près 40% sur Saint-Denis et sur la moyenne de pleine commune, c'est à peu près entre 16 et 20% d'habitat indigne et c'est le cas aussi à Stein. Alors on se sent un peu démuni puisque déjà les démarches parfois elles sont extrêmement compliquées, on n'est pas forcément très bien accompagné, outillé par les services de l'État. Et puis on a affaire aussi à des sacrés voyous, à des personnes qui sont extrêmement bien organisées. Des marchands de sommeil? Des marchands de sommeil, je pense en particulier aux marchands de sommeil, et qui par contre eux parfois connaissent très très bien les ficelles des différentes lois. Donc ça nous met dans l'embarras. Et c'est vrai que le drame de Marseille, mais on pourrait aussi évoquer ce qui s'est passé à Aubervilliers cet été, nous montre à quel point l'urgence de trouver des réponses et de ne pas laisser les maires, les administrations locales seules face à une telle situation, mais qui nous renvoie aussi à la question, à la problématique plus globale, mais on va certainement en débattre sur la question du logement, parce que ça nous renvoie en effet sur la question du logement. Évidemment, les personnes qui vivent dans des conditions complètement indignes,
elles y sont malgré eux, parce que très souvent, elles ne trouvent pas de solution de logement. Manuel Domergue, vous entendez le désarroi des maires ici présents. Est-ce que vous nous dites effectivement ils sont dans une situation d'incapacité d'agir ou tout de même ils pourraient faire plus ? C'est sûr que c'est compliqué d'agir contre le logement insalubre quand on est maire. Surtout quand on est maire dans une commune où il y a beaucoup de logements insalubres et surtout quand c'est une commune qui est pauvre. Donc ça, c'est une réalité. Ça n'empêche pas énormément de maires, par exemple à Stein, mais pas seulement, d'agir, de faire ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à résoudre toutes les questions, mais ils font une partie. Ce qui a choqué... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire? Ils arrivent à sortir un certain nombre de logements de l'indignité, à reloger des personnes, à engager des travaux. Donc c'est possible d'agir quand on est maire? Bien sûr que c'est possible. Tous les jours, il y a des centaines de maires qui agissent et qui font avancer la cause. Après, par exemple, à Saint-Denis ou à Stein, si on voulait réussir à tout résorber, ça prendrait des décennies par manque de moyens, par exemple. Mais ça n'empêche pas d'avancer. Ce qui a choqué à Marseille, c'est qu'on a l'impression que la mairie n'a pas tout fait ce qui est en son pouvoir pour résorber l'habitat indigne. Au contraire, il y avait une incurie depuis des années, des décennies que tout le monde connaissait, qui est documentée dans des rapports. Donc le maire de Marseille, par exemple, ne peut pas dire c'est à cause des procédures, c'est à cause de la lourdeur des procédures, du manque de moyens que je n'ai pas réussi. Il y a vraiment des rapports qui ont montré, réguliers, depuis des années, qu'il n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir. Donc on ne peut pas résoudre facilement en claquant des doigts, c'est un problème tout à fait complexe, mais on peut commencer. Pierre Madec. Le problème, il est en effet le manque de moyens financiers, il est aussi le manque de logement, tout simplement. C'est-à-dire que les marchands de sommeil, l'habitat insalubre, bon, ça existe, évidemment. Il ne faut que profiter d'une situation, vous voulez dire? Les marchands de sommeil profitent d'une situation où il y a une pénurie de logements au niveau local dans les zones les plus tendues. Cette pénurie de logements dans certaines communes, elle est entretenue, dans d'autres, elle est subie, mais en tout cas, elle existe. Et si on n'avait qu'un parc, si on avait un parc suffisant de qualité, ces situations-là dramatiques n'existeraient pas. Derrière ça, il y a évidemment la question des moyens, et je pense qu'on y reviendra, mais la question de la législation ou de la place qu'a l'État sa part de responsabilité dans ces situations. La loi Elan, par exemple, ou les arbitrages budgétaires qui ont pu être mis en œuvre ces derniers mois, sont plutôt inquiétants de ce point de vue-là, parce qu'on voit qu'on met moins de moyens sur le logement. C'est pas en mettant moins de moyens sur le logement qu'on va réussir à sortir de ces situations dramatiques. Je voudrais vous lire ce que nous dit la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval, dans Libération, je la cite. « Agissant avec des moyens réglementaires insuffisants, le maire se bat souvent seul contre ce phénomène, je parle évidemment de l'habitat indigne, naviguant entre la maîtrise de procédures lourdes et complexes et une société qui se judiciarise et dans laquelle des propriétaires indélicats et bien défendus parviennent à tirer leur épingle du jeu. » Pierre Jarlier, vous partagez exactement ces propos? Oui, je partage ce propos parce que malheureusement, lorsqu'on est face à une situation de ce type, le maire peut agir, mais c'est extrêmement compliqué et extrêmement long. Parce que dans le cas, par exemple, d'un arrêté de péril imminent sur un immeuble, le maire prend cet arrêté de péril. Ensuite, il doit faire nommer un expert par le tribunal administratif. Ensuite, il doit enjoindre le propriétaire de faire les travaux. Si le propriétaire ne fait pas les travaux, ensuite, il se doit de faire les travaux à la place du propriétaire et seulement après, se retourner contre le propriétaire. Mais qui est le propriétaire? On a souvent des biens vacants, on a souvent des sociétés qui ne sont pas forcément tout à fait lisibles, ce qui veut dire qu'on ne peut pas aller récupérer l'argent, mais on a aussi des propriétaires qui n'ont pas les moyens de faire ces travaux, donc qui n'ont pas les moyens de rembourser. Et on voit, pardon, dans ce reportage à Saint-Denis, cette locataire qui continue de payer les loyers alors qu'il y a eu cet arrêté de péril. Elle n'a même pas été informée du fait qu'elle devait arrêter de payer le loyer. Ça vient d'où là le problème? Ça vient que la législation aujourd'hui n'est pas adaptée à l'urgence des situations devant lesquelles on se trouve. Et c'est pour ça qu'on avait beaucoup d'attentes sur la loi Elan, par exemple, parce qu'il y a un article qui dit qu'il y aura des dispositions qui seront prises dans le cadre d'ordonnances, mais ces ordonnances, elles sont urgentes, parce qu'il faut clarifier le droit. Par exemple, en matière d'insalubrité, aujourd'hui, lorsqu'un maire a une présomption d'un logement insalubre, c'est pas lui qui décide de l'insalubrité, c'est l'ARS. Alors l'ARS, évidemment, le maire, il téléphone à l'ARS. Alors je parlais avec mon voisin tout à l'heure. Moi, j'ai appelé l'ARS plusieurs fois sur une présomption. Agence régionale de santé. Hein. Voilà, agence régionale de santé. Ils sont jamais venus, tout simplement. Donc quand ils viennent pas, on est l'arme au pied. Parce qu'on ne peut pas justement constater cette insalubrité et déclencher évidemment toutes les procédures nécessaires à la levée de cette insalubrité. Donc il y a vraiment un cadre réglementaire qu'il faut changer. On attend beaucoup de ces ordonnances, mais franchement je pense qu'il faudra aller plus loin parce que au terme de tout ça,
c'est quand même la question de l'intervention possible du maire sur le foncier, une bonne fois pour toutes, parce que tant que la commune ne maîtrisera pas le foncier, on ne pourra pas véritablement s'attaquer à la question du logement. On peut faire à la limite des travaux qui vont empêcher un immeuble de se démolir, vraiment des travaux d'urgence, mais dans ce cas-là, le maire ne peut pas intervenir vraiment pour rénover le logement. Il faut que la question du foncier s'ouvre, parce que nous avons besoin de procédures rapides. Elles existent, ces procédures. Mais ce sont des opérations de résorption de l'habitat indigne qui prennent plusieurs années. Il faut faire des études urbaines, des études de calibrage. Il faut avoir de nombreux moyens en matière d'ingénierie. Donc il faut des mesures plus rapides et plus efficaces pour que le maire puisse intervenir directement sur la question de l'insalubrité. Alors justement, que fait le gouvernement face à cette question de l'habitat insalubre? Julien de Normandie, ministre des Relations avec les collectivités territoriales, a répondu à cette question ce matin dans Territoire d'Info sur Public Sénat. Et il revient notamment sur ce plan à 3 milliards d'euros. Début du mois d'octobre, donc avant les événements tragiques et dramatiques qui ont endeuillé toutes les Marseillaises et Marseillais. J'ai annoncé, d'ailleurs à Marseille même, parce que je savais de l'importance du sujet à Marseille, une politique publique nouvelle, ambitieuse, très forte, entièrement tournée vers la lutte contre l'habitat insalubre. C'est 3 milliards d'euros que j'ai annoncé début octobre avec tous les partenaires, toutes les agences de l'État, celles de la rénovation urbaine, celles pour habiter mieux, qu'on appelle l'ANA, mais également Action Logement, la Caisse des dépôts, etc., pour proposer à l'ensemble des collectivités de nouveaux moyens, de nouvelles mesures et une détermination totale à les accompagner dans la lutte contre l'habitat insalubre. Asdine Tabié, elle est là en partie la réponse du gouvernement, un plan à 3 milliards d'euros face à l'habitat indigne. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça, ce sont des déclarations. On attend de voir un peu maintenant les choses de manière concrète. Tout à l'heure, il a été évoqué justement les contradictions face à cette situation. Quand on voit la mise en application de la loi Elan qui va forcément avoir un impact extrêmement négatif sur le logement insalubre et indigne. Quand on voit toutes les mesures qui sont prises actuellement, bien évidemment, donc le ministre parle de politique publique, mais très souvent les politiques publiques, elles sont, on va dire, elles sont inscrites et elles sont mises en place. Tout à l'heure, vous avez tout à fait raison de dire que Hastin est comme sur l'échelle de pleine commune. Nous avons pris des dispositions importantes pour éradiquer l'habitat indigne et insalubre. Nous avons pris des dispositions extrêmement importantes, fortes, avec les moyens que nous avons. Donc, une politique publique, elle ne peut pas simplement se reposer sur les collectivités. Moi, je pense qu'il faut vraiment partir. Alors, il faut en effet repenser le cadre légal, la loi, la retravailler. Mais si nous retravaillons sur une nouvelle loi et que derrière, nous sommes heurtés à des moyens à la fois humains, à des moyens financiers, ça ne sert pas à grand-chose. Et en même temps, si on veut en effet lutter contre l'habitat indigne, lutter contre les marchands de sommeil qui malheureusement prospèrent de plus en plus, qui très souvent n'habitent pas dans nos communes, ne sont pas du territoire. Hein. C'est souvent, nous, j'ai été amené à trouver des adresses de personnes qui habitaient à Cannes, qui habitaient dans le sud de la France. Mais si réellement on veut lutter contre l'habitat indigne, contre ces familles qui sont dans des situations complètement, je dirais, inhumaines, inacceptables, ces enfants, je vois bien des enfants qui vont à l'école et qui sont très fatigués parce qu'ils partagent une pièce à 10, 12 personnes. À côté, il faut vraiment une politique nationale en matière de logement. Il faut reconstruire du logement et ça permettra justement de resserrer les taux et de faire en sorte que les marchands de sommeil ne pourront pas prospérer comme ils le font actuellement. Donc, apportons des réponses durables, y compris en matière de logement social. Hein. Apportons des réponses très claires pour, je dirais, plus qu'inciter, mais demander aux maires qui refusent d'appliquer cette loi de solidarité SRU sur l'échelle nationale, qu'à un moment donné, ils puissent l'appliquer. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut avoir une ambition, il ne faut pas simplement avoir des très belles déclarations et de parler de politique publique. Bah oui, politiques publiques, elles sont vraiment appliquées au local et malheureusement, on ne sent pas cette ambition au niveau national. Ce n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Vous craignez que ce soit une simple déclaration, Emmanuel Domergue, c'est concret, 3 milliards d'euros? C'est concret, c'est 3 milliards d'euros sur 10 ans. Donc on verra au fur et à mesure des années. Oui, c'est ce que ne précise pas Julien de Normandie. On a connu quand même beaucoup d'effets d'annonce financiers notamment, où on ne savait pas si c'était des moyens supplémentaires ou si ça venait en substitution de ce qui existe déjà. Ce qui est sûr, c'est que depuis des années, et ce n'est pas ce gouvernement, c'est tous les gouvernements précédents, la lutte contre l'habitat indigne est sous-financée. Il y a quelques logements qui sont rénovés au titre de l'habitat indigne. Ce qui a pris le dessus, pas suffisamment, mais en termes de communication, c'est plutôt la lutte contre la précarité énergétique qui était plutôt à la mode, on va dire, même si la politique n'est pas suffisante même là-dessus. Mais l'habitat indigne a été un peu passé de mode. Donc c'est bien si l'État
revient investi. C'est à cause du drame de Marseille, on imagine. Alors, le plan, effectivement, était avant le drame de Marseille. Oui. Mais si on s'intéresse vraiment aux copros et qu'on met de l'argent, très bien. Par exemple, à Saint-Denis, la municipalité est obligée, depuis des années, de choisir certains quartiers en particulier où lancer des OPA, des opérations programmées, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire sur tous les quartiers qui le nécessiteraient. Après, c'est des moyens financiers, c'est des moyens humains beaucoup aussi. Parce que les procédures sont compliquées, c'est vrai, mais elles existent. Et elles sont compliquées quand, dans certaines villes, on a 1, 2, 3 personnes qui s'occupent de ça. Donc à la fois, il faut plus de monde mieux formé et passer à la bonne échelle, à l'échelle intercommunale. On ne va pas lutter contre l'habitat indigne à l'échelle de chaque commune parce qu'on sait que ça ne marche pas, parce qu'il faut vraiment une grande compétence pour des procédures qui sont très spécifiques. Donc Marseille, typiquement, il faudrait passer au niveau de la métropole pour mettre à l'échelle la lutte contre l'habitat indigne. Et ça, on voit bien qu'il y a plein de villes où les quelques salariés qui font ça tournent beaucoup, sont pas assez formés et donc au final ne prennent pas les arrêtés ou ne mènent pas les enquêtes nécessaires. On pourrait dire la même chose sur l'ARS. Si l'ARS ne passe pas quand il y a un signalement, ça peut être parce qu'il y a un manque de coordination, ça peut être aussi un manque de moyens, tout simplement de personnes pour aller les faire. C'est tout bête, hein. Les procédures ne s'appliquent pas toutes seules. Il faut aussi des moyens humains dans les associations. Nous, on a réussi à la Fondation Abbé Pierre à faire condamner un marchand de sommeil parisien au pénal. C'était une des premières fois. Pourquoi ? Parce qu'on a accompagné les personnes dans cet immeuble, qui étaient des personnes très vulnérables, comme chaque fois, pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il a fallu aller les voir, les repérer, les encourager. Et on sait qu'il y a du turnover parmi les personnes qui sont victimes de marchands de sommeil. Et donc, il faut des tiers de confiance. Une association, c'est plus facile d'aller la voir qu'aller voir le maire ou la préfecture quand on est une personne, par exemple, en situation irrégulière. Donc, on voit bien qu'il y a très peu d'associations qui mènent des actions juridiques, y compris offensives, contre les marchands de sommeil ou contre les collectivités quand c'est nécessaire, parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. Pierre Madec, je retiens aussi du propos de Manuel Domergue le mot sous-financement. Vous êtes d'accord ? Un plan à 3 milliards d'euros sur 10 ans, il faut parler de sous-financement ? Sous-financement, il faudrait avoir une idée des besoins pour dire si oui ou non c'est sous-financé. Et en réalité, la Fondation Abbé Pierre fait un gros travail de recensement d'un certain nombre de situations, mais on a du mal à savoir exactement combien de logements concernés, combien de personnes. Voilà, il faudrait rapporter ces moyens aux objectifs qui sont fixés. Ce qu'on voit, c'est que clairement, au travers des objectifs budgétaires qui sont fixés, à la fois sur la politique du logement, mais aussi sur la politique de la ville, mais aussi sur les dotations aux collectivités locales, il y a une fragilisation des collectivités locales qui se ressent à un moment ou à un autre sur la politique du logement à l'échelon local. Tout n'est pas une question de moyens, mais il y a quand même une histoire de moyens derrière. Et une fois de plus, quand vous fragilisez le parc social en enlevant 1,5 milliard, 2 milliards, 3 milliards d'euros, tout ça, ça fait du logement social en moins, ça fait du logement social en moins dans les zones tendues, et ça fait des zones où potentiellement les marchands de sommeil, dans quelques années, pourront se développer parce que l'offre de logement est insuffisante. Donc si en face il y avait des dispositifs nouveaux, par exemple, pour aider les bailleurs privés à entretenir correctement leur logement. Certaines associations réclament un statut du bailleur privé, des choses comme ça. Bon, il y a plein de choses qui peuvent être faites sur le parc privé pour le mobiliser, pour le rendre plus abordable, pour le rendre de meilleure qualité. Mais pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Donc, c'est-à-dire on fragilise d'un côté le parc social et on ne renforce pas non plus les dispositifs sur le parc privé. Donc on ne peut pas s'attendre à forcément une sortie de crise de ce point de vue-là. Je vous vois tous faire oui de la tête. Pourtant, Julien de Normandie nous parle d'une politique, je le cite, une politique publique nouvelle, ambitieuse, très forte. Pierre Jarlier. Ouais, une politique nouvelle, ambitieuse, très forte, on ne demande que ça. Simplement, aujourd'hui, il faut se poser la question à la fois des moyens, on vient de le dire, et à la fois de l'ingénierie nécessaire. Parce que ces sujets sont très complexes, on l'a déjà dit. Et il y a des territoires qui n'ont pas les moyens de mettre en œuvre justement cette ingénierie pour pouvoir identifier les logements qui sont potentiellement indignes, pour pouvoir lancer les actions coercitives, pour pouvoir lancer des opérations de rénovation. Et là se pose la question de la bonne échelle. Et la bonne échelle, c'est vrai que c'est sans doute à l'échelle de l'intercommunalité qu'il faut pouvoir agir en toute solidarité, de façon à ce qu'il y ait une vraie cellule d'ingénierie qui se mette en place à l'échelle de l'interco, pour qu'ils puissent monter ces opérations qui sont toujours très lourdes, on l'a dit, et qu'on puisse être plus efficace. Mais pour autant, et c'est là que, avec l'Association des maires de France, on a un petit différend avec le gouvernement, il ne faut pas dessaisir le maire. Il ne faut pas dessaisir le maire parce que le maire est à la proximité,
il est en mesure de pouvoir identifier les problèmes qui peuvent se poser et il faut qu'il puisse travailler en liaison avec son intercommunalité. Donc il ne faut pas couper l'un de l'autre. Et encore une fois, c'est pas dans le système de transfert automatique de compétences qu'on arrivera à régler les problèmes. C'est dans la mise en commun de moyens, avec une vraie stratégie intercommunale pour prendre ce fléau vraiment de front, et ensuite que le maire puisse avoir les moyens d'intervenir et qu'il ne soit pas obligé d'aller chercher les services de l'État qui n'arrivent pas lorsque précisément il y a une difficulté qu'on rencontre sur le terrain. Alors on va aller au-delà de la question de l'habitat insalubre. La crise du logement en France évidemment est beaucoup plus profonde. Les promoteurs immobiliers tirent la sonnette d'alarme. Alain Dinin, président de Nexity, dans le JDD ce week-end, mon plan pour mieux loger les Français. Qui est le rentier du logement? C'est l'État, écrit-il. Il faut arrêter selon lui de fabriquer une France de propriétaires, il faut une France de bien logés. Autre point de vue côté promoteur, et je vous ferai réagir évidemment à ces propos, celui d'Alexandra François-Cuxac, présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers, sur la question de la forte baisse des mises en vente de logements neufs, moins 17,5% par rapport au troisième trimestre de 2017. Et là, elle pointe une double responsabilité, celle des maires et celle du gouvernement. Je la lis. Certains élus expriment une saturation du bâti due aux contentieux qu'ils ont eus avec des habitants ou aux nuisances générées par les chantiers. Et elle ajoute, la politique du logement du gouvernement est paradoxale. Il fixe des objectifs de construction ambitieux au niveau national, mais il donne de fait un droit de veto aux maires qui délivrent les permis de construire. Asdine Taïbi, comment vous réagissez à ces propos? Alors c'est vrai que ça correspond à une réalité, et puis en même temps, il ne faut pas non plus écarter la problématique de la spéculation immobilière. C'est-à-dire, dites-nous d'abord en quoi ça correspond à une réalité. Vous voulez dire que certains maires, effectivement, freinent les permis de construire parce qu'ils ont à faire face au mécontentement des administrés? Ils freinent les permis de construire parce que, d'une part, le logement et puis l'accession à la propriété, parfois dans nos territoires, ne correspondent pas à une demande, à un besoin de la population. Moi, je vois sur Stein à peu près 2400 demandeurs de logement. Qu'est-ce que je leur réponds à ces 2400 demandeurs de logement? Je leur dis, je ne construis plus de logements sociaux, alors que j'en construis sur la ville et je vais continuer à en construire. Je construis un peu d'accession à la propriété, mais en même temps, il n'est pas question, je dirais, de transformer nos territoires et de faire en sorte que celles et ceux qui souhaitent accéder, y compris ceux qui sont dans le logement indigne, à un logement social, puissent le faire. Alors je le fais dans ma ville, alors que je suis pratiquement à 60% de logement social, et tant mieux, et j'en suis fier, parce que c'est aussi un héritage, je dirais, de solidarité, c'est aussi un héritage important qui a permis d'accompagner des familles qui ne pouvaient pas accéder à des logements. Beaucoup de familles viennent de Paris, étaient dans des hôtels meublés ou même dans des bidonvilles. Donc voilà, bon, après, chaque maire est face à ses responsabilités, mais je sais que moi, sur Stein, et puis sur l'échelle de pleine commune, nous sommes très vigilants à faire en sorte que le logement, c'est aussi de la mixité, que des projets d'accession à la propriété, oui, mais il faut aussi des projets d'accession sociale, il faut aussi des projets qui nous permettent de réinvestir dans le logement social. Or, force est de constater que la loi Elan fait tout le contraire. Et je dirais même, la loi Elan va même encourager les marchands de sommeil, je dirais, à pérenniser. Ça va les encourager quelque part, parce que ça, forcément, ne répond pas à la construction de logements sociaux, en particulier sur Paris. Je crois qu'il faudrait pratiquement la construction de près de 200 000 logements en région parisienne pour au moins répondre à minima aux besoins, aux attentes de familles qui, des fois, parfois, durent depuis de très nombreuses années. La loi Elan ne fait pratiquement aucun effort. Au contraire, je dirais, elle pressure les bailleurs, les offices HLM qui ont de très grosses difficultés, qui maintenant parfois certains annoncent vouloir vendre une partie de leur patrimoine. On marche sur la tête, ce n'est pas possible. Donc la situation, elle est intenable. Et donc la loi Elan, moi j'ai plutôt le sentiment qu'elle va favoriser davantage à ce que les marchands de sommeil puissent davantage, je dirais, acheter, louer des logements et surtout pas, je dirais, apporter leur contribution pour que des familles puissent être logées dignement, quoi. Vous êtes tous d'accord avec cela, Pierre Madec? Ce que dénonce en partie Alain Dinin, et il a plutôt raison sur ce point-là, c'est le fait que en France, on marche un peu quand même sur la tête. C'est-à-dire que tout le monde se plaint des prix immobiliers hauts, des loyers élevés, mais en réalité, quand vous regardez le fonctionnement de la fiscalité immobilière, tout le monde a intérêt à ce que les prix immobiliers augmentent. C'est-à-dire que les communes voient leurs recettes fiscales indexées en partie sur les prix immobiliers. L'État touche de la TVA sur la production de logements neufs et donc profite aussi en partie de l'augmentation des prix immobiliers. Donc il y a de l'hypocrisie, c'est ce que vous nous dites? C'est pas de l'hypocrisie, c'est un système très ancien qui veut que sur chaque transaction, dans le neuf et dans l'ancien, vous touchiez un peu d'impôts. Mais si on affiche l'objectif de faire baisser les prix, de faire baisser les loyers, de faire baisser le coût du logement pour les ménages, notamment les plus modestes, que ce soit à l'accession ou à la location, on pourrait essayer de sortir de cette logique où tout le monde a intérêt à ce que les prix immobiliers augmentent, sauf ceux qui ne possèdent rien. Et donc, je trouve que lancer ce débat, notamment au regard des annonces
président de la République sur une remise à plat de la fiscalité locale, c'est intéressant. Manuel Domer. Oui, Monsieur Dinin, il a raison dans un sens, et c'est intéressant parce qu'avec les promoteurs immobiliers, la Fondation Abbé Pierre n'a pas toujours les mêmes opinions. Mais on voit que dans tout le secteur de l'immobilier du logement en général, il y a une grosse inquiétude. Pourquoi? Parce qu'on sent chez ce gouvernement une prédominance du budget. C'est Bercy qui décide, et pour eux, le logement, ça coûte cher, sans voir que ça rapporte davantage aux caisses de l'État. Et il n'y aurait pas forcément besoin de construire davantage. Donc, vous disiez, il y a des objectifs de construction importants. Non, il n'y a pas d'objectif de construction de logements neufs, ni de logements sociaux, ni de logements privés. Ça a disparu. C'est Alexandra François Cuxac qui le disait, c'est pas moi. Par exemple, Monsieur Jolivet, député de l'Indre, qui est rapporteur du budget, nous a dit, mais il n'y a pas de crise du logement, pour justifier les coupes budgétaires dans le logement, en disant il n'y a pas besoin de construire davantage de logements, peut-être à Paris un petit peu. C'est pas vrai. La France du logement, des tensions du logement, elle n'est pas que à Paris. Paris est région parisienne. Marseille, Lyon, la côte atlantique, Bordeaux, Nantes, Rennes, la frontière suisse, le Pays Basque, etc. Ça dessine une France très tendue. Pas partout. Il ne faut pas construire dans les Vosges, il ne faut pas construire en Ardèche, ce serait ridicule, il faut réhabiliter. Mais il y a des besoins en construction importants. Et ça va perdurer parce que la démographie nous dit ça, tout simplement. Des familles de plus en plus petites, des naissances, des migrations, il y a des besoins en logement importants. Et donc dire finalement c'est pas grave si la construction décroche, eh ben, c'est vraiment un très mauvais diagnostic. Il ne faut pas construire n'importe où, mais on a besoin de construire quand même massivement à des prix raisonnables. Et ça, Bercy ne l'entend pas. Bercy ne voit que les économies à court terme et donc fait des économies sur les APL pour faire des travaux, pour sortir de l'habitat indigne, fait des économies sur les bailleurs sociaux. Et on sait qu'on a besoin des bailleurs sociaux pour sortir les personnes de l'habitat indigne. Donc à la fin, sur l'accession à la propriété également, ça a été rogné. Et donc ça veut dire moins de logements à la fin et donc plus de tensions. Et donc une opportunité plus grande pour les marchands de sommeil de profiter de ces tensions-là. Pierre Jarlier, il y a une vision trop comptable des choses sur la question du logement avec ce gouvernement en particulier? Bon, en tout cas, moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de maires qui ne sont pas pressés de délivrer des permis pour faire du logement. Je pense qu'il y a quand même une très grande majorité d'entre eux qui font tout ce qu'ils peuvent pour faire des logements, pour pouvoir construire l'ascenseur social du logement dans leur ville. Mais il faut avouer qu'il y a quand même de grandes difficultés. Notamment, on revient à la question du foncier. Parce que sur le logement neuf aujourd'hui, c'est très difficile de mobiliser du foncier. On arrive à des coûts en plus de logements qui deviennent prohibitifs. On voit bien que les gens ne peuvent plus construire là où ils travaillent. Ça pose d'ailleurs des énormes problèmes en même temps de mobilité. Et on est dans un paradoxe. C'est qu'on a une demande de logement qui est de plus en plus importante et en même temps des logements vacants de plus en plus nombreux. Alors il manque là aujourd'hui vraiment des mesures importantes pour qu'on puisse s'attaquer au parc existant de façon à ce qu'on n'ait plus ces logements vacants. Mais quand on regarde bien, si on fait l'accession sociale à la propriété dans le neuf, on a de la TVA réduite. Si on fait de l'accession sociale en réhabilitation, on a la TVA à 20%. Donc aujourd'hui, il y a une vraie difficulté, c'est qu'à la fois il n'y a pas de foncier pour construire, et à la fois là on pourrait réaménager des logements, sortir de l'indignité, faire des logements pour en même temps redynamiser les centres-villes, on n'est pas en mesure de le faire parce qu'il n'y a pas de mesures fiscales suffisamment fortes pour pouvoir inciter les promoteurs à investir dans les centres-villes. Et tout le monde partage les doutes d'Azdine Taibi sur cette loi Elan et sur ces ordonnances? La loi Elan, elle s'inscrit dans une chronique qui démarre à l'été 2017 et qui commence par baisser de 5 € l'aide personnelle au logement pour l'ensemble des allocataires. Ça partait mal, vous nous dites. Non, mais il faut retracer un peu l'histoire. Après, il y a des arbitrages budgétaires qui visent à faire des économies budgétaires très importantes sur les bailleurs sociaux et notamment encore sur les aides personnelles au logement. Et après ça, il y a les discussions autour de la loi Elan où en gros, il y a beaucoup de mesures réglementaires pour fluidifier le marché, pourquoi pas. Il y a aucune mesure sur le stock de logements. Par exemple, sur les logements anciens, qui représentent quand même 99% du parc de logements, ne sont pas du tout traités dans la loi Elan. Alors que, évidemment, sur toutes les questions d'adéquation entre offre et demande, de réhabilitation, etc., le parc ancien doit être mobilisé. Mais il n'y a pas de disposition là-dessus. Et donc, sans être forcément critique pour être critique, mais ce qu'on peut dire, au moins, je pense qu'il y a un consensus pour dire que la loi n'est pas à la hauteur des enjeux. Il y a en effet une crise du logement en France, il y a même des crises du logement en France qui sont de nature assez diverses, mais qui trouvent leur mal un peu au même endroit. C'est en effet le logement cher, trop cher et inaccessible. Il faut de nouveau produire du logement abordable et on a les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'il y a quand même une histoire de choix politique derrière. Un logement social, en moyenne, c'est à peu près 10 000 € de subventions publiques. Collectivités locales
État, de subventions publiques. Vous multipliez ça par le nombre de logements qu'il faut construire et vous voyez qu'en réalité, on aurait les moyens de construire du logement. Il y a un problème de volonté. Et on va s'arrêter sur ce constat. Merci à tous les 4 d'avoir participé au grand débat d'OVPL spécial Congrès des maires. Fin de cette émission. Attention, l'événement continue évidemment d'être couvert par nos équipes, les équipes de Public Sénat. Plusieurs éditions spéciales à venir sur notre antenne avec Oriane Manchini. Sachez que l'invité de Territoire d'Info demain, c'est Guillaume Pelletier, vice-président des Républicains. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.